Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans Backcheck. Il y avait 5 matchs au menu de cette soirée de National League. On a eu des rencontres âprement disputées. 3 ont été en prolongation, les autres ont été indécises jusqu'au bout. On est avec Fabien Guignard, Gilles Montandon et Stéphane Rochette. Et notre match studio ce soir a été un match de haut vol entre Zoug et Genève. Zoug qui a tenu son rang d'archi-leader. Genève a essayé mais n'a pas réussi à contredire les plans de la formation de Suisse centrale. On retient une image, finalement, celle de la joie de Grégory Hoffmann, buteur sur le 5-3, le dernier but de cette rencontre. On va commencer cette soirée par un match entre deux équipes en forme et qui se disputaient la 6e place de la hiérarchie de National League. C'est aussi deux clubs qui ont fait parler d'eux il n'y a pas si longtemps que ça avec un échange de 4 joueurs. Je parle bien sûr de la rencontre entre Bienne et Davos avec tout d'abord les réussites pour voir finalement ce qu'il s'est passé à la Tissot Arena ce soir. Et l'ouverture du score est signée directement par des Biennois, Gilles Montandon, qui vont faire un début en fanfare. Il y a Komarek qui marque le 1-0, 39 secondes de jeu, et après moins de 2 minutes, c'est Kunti qui va enfoncer le clou et mettre vraiment les Célandais sur les meilleures dispositions. Effectivement, départ Tony Truant de Bienne, effectivement, ils croient en leur chance, là ils vont attaquer le goal et puis c'est pas super bien défendu, mais par contre c'est assez bien attaqué, ça c'est vrai. Fabien, finalement, Davos reçoit ce qu'il a donné la semaine dernière à Fribourg avec lui, cette fois-ci, comme mauvais départ dans la rencontre. Alors ils ont bien donné, parce que comme l'a dit justement Gilles, c'est bien attaqué, mais en termes de défense, c'est un tout début de match. Je pense qu'ils avaient encore les 2 pieds dans le bus. Ouais, alors le déplacement est long, forcément, Stéphane, mais c'est vrai que ce début de rencontre, là, les Biennois, qui restaient sur 3 succès consécutifs, on en a parlé en avant-match de leur calendrier plutôt favorable. Ils avaient à cœur de bien faire et ils l'ont plutôt très bien fait. Ils ont bien entamé le match, le moins qu'on puisse dire, là, c'est très fort. Et puis évidemment, Davos, tout le monde, ils profitent chaque fois que les gars débarquent du car chez eux. Là, c'est eux qui ont fait le trajet cette fois. Donc là, c'est Bienne qui en a profité. Gros départ. Et ça, c'est Davos aussi. Davos, c'est une équipe qui est... On ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est des hauts et des bas. C'est un électrocardiogramme. C'est trop d'oxygène en redescendant. Et ils prennent beaucoup de goals, donc... Non, on a la preuve que c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. Beaucoup de largesse défensive. Mais quand je vous parlais des 4 joueurs échangés, on va voir que ce soir, c'est surtout dans une équipe qu'ils ont pu s'illustrer, puisque ça commence avec la réduction du score. Puisque vous le savez, les Davosiens vont revenir avec un Hulström. Là, Fabien, qui nous fait tout un spectacle pour aller marquer le 2-1 à la 33e minute de jeu. Oui, effectivement, avec une belle protection de puck et puis un shoot magnifique sur la latte qui est toujours un des points faibles pour les styles de gardiens actuels qui descendent. Donc, juste au-dessus de l'épaule, short side, exactement. Et c'est son premier but de l'année, Hulström, Oui, et premier avec son nouveau maillot. Mais Stéphane, on est à la vidéo sur ce but parce qu'il y avait un petit contact juste avant avec le gardien, mais pas de polémique là-dessus. Rien pour écrire à sa mère, comme on dit. C'est sûr. Le 2-2. C'est Valentin Nussbaumer qui va l'inscrire lui aussi, l'ancien Biennois. Ils avaient peut-être à cœur de bien faire. Nussbaumer pour le 2-2, son premier but de la saison. Et regardez ce qu'il se passe après. Un petit peu chambreur, là, Valentin Nussbaumer, Gilles Montandon. Ça se fait, ça, de saluer le maillot de sa nouvelle équipe quand on joue à Bienne? Écoutez, ça c'est le genre de choses qu'il faut essayer d'éviter. Bon, il est jeune, il est encore excusable, mais il faut essayer d'éviter, quoi. C'est pas nécessaire, quoi. Le but est magnifique, c'est son premier de l'année aussi. Mais disons qu'on va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Ça, c'est parce qu'honnêtement, il ne doit pas faire ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va lui expliquer après. Peut-être son agent va dire là, voilà, tu as été échangé. Le gamin, il faut qu'il réfléchisse. Il n'était pas content de son utilisation cette année. C'est un échange qui va probablement être bon pour lui. Des fois, changer d'air, c'est bien. Mais là, il a été quand même formé à Bienne. L'année passée, quand ça n'allait pas en Amérique, après le championnat du monde, on l'a repris à Bienne. On a payé pour le ramener aussi. On a payé un dédommagement assez conséquent. Voilà, donc il doit être reconnaissant avec Bienne pour l'ensemble de ce que Bienne a fait pour lui. Maintenant, il est parti, il est ailleurs.
Je pense qu'il n'aurait pas dû faire ça. Moi, ce que j'ai envie de dire encore sur Nussbaumer pour parler de ce cas, c'est que finalement, il intériorise aussi tout ça. Il est jeune, Fabien. C'est ça. Mais là, avec une patinoire pleine, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une pluie d'objets sur la glace, on va dire, de tout horizon. Hein. Ouais, je pense que ça aurait grondé fortement. Comme l'a dit justement Stéphane, c'est que des émotions à quelque part ici qui ont parlé. Il y a eu énormément de frustration. Après, je ne sais pas, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est une accumulation de beaucoup de diverses frustrations. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que petit gars du club, c'est presque renier toute sa jeunesse. Il a marqué un beau but et puis après, quelqu'un va lui expliquer et puis on va oublier. Simon Lecoultre avait fait ça aussi. Simon Lecoultre, quand il a marqué son premier but avec Genève à la Vaudoise Arena, il a fait ça devant les fans aussi. C'est des trucs de jeunes, c'est des trucs de juniors, etc. Mais il ne doit pas faire ça. Je pense que quelqu'un va lui dire après le match. Voilà. Mais bon, on ne va pas faire toute une histoire non plus. Voilà. On retiendra que le but est joli et que surtout Davos va s'imposer en prolongation puisque Aaron Palouchaï va marquer le but décisif. Assist de David Hultström. Là, les Biennois se sont mal dégagés et Hultström a toute la lucidité de faire la passe, Gilles Montandon, pour Palouchaï qui n'attendait que ça. Voilà, effectivement, et Davos est en supériorité, donc ils prennent vraiment leur temps de bien faire les choses, des passes de qualité, puis ça finit au fond. Bien. Stéphane, la série positive s'arrête après 3 victoires. Coup d'arrêt là à domicile à domicile, pour cette équipe imprévisible de Davos. Bon, ils avaient fait les points qu'il fallait qu'ils fassent 2 fois contre Langnau, 1 fois contre Rapi. Là, Davos est sur une bonne lancée. Donc, ils n'ont pas rencontré Davos au bon moment, parce qu'ils sont quand même sur une bonne lancée, malgré le mauvais début de match. C'est un adversaire un petit peu plus redoutable. Mais je pense que là, c'est pas grave. Il y a encore, on l'a expliqué en avant-match. Il y a 2 fois Ambry à la Valachia. Il y a encore à Purcellville, il y a Berne. On s'est rendu qu'on parle de Berne comme un adversaire facile. Pas facile, mais en tout cas à la portée de tout le monde. Donc, ils devront se ressaisir. Évidemment, personne ne s'attendait à ce qu'ils en gagnent 8 de suite, même contre ces adversaires-là. Là, c'est pas des points donnés. C'est pas un match catastrophique. Là. Tu perds par un goal. C'est une défaite, mais c'est un point quand même. Voilà, c'est exactement. On n'arrête pas la moisson, la petite moisson, même tout point est bon à prendre, Fabien. Exactement. Ouais. Tout ce que tu peux grappiller, il faut le prendre. On n'a pas accordé trop de buts du côté de Bienne. Ouais. Van Polterberg a fait des arrêts encore ce soir. On accorde 3 buts, il avait accordé, je pense, 2 dans les 3 derniers matchs. Donc, si tu accordes moins de buts, tu accroches des points. C'est sûr. On a une réaction au terme de cette rencontre. C'est une réaction du côté du HC Bienne au terme de cette défaite, donc 3-2 en prolongation. C'est Gillian Colère. Gillian Colère, ce match, vous le meniez presque trop vite, 2-0. C'est pas toujours aussi simple que ça, qu'on pourrait l'imaginer de mener un match aussi vite par 2 buts. Ouais, je pense que quand on mène avec 2 buts autant vite, on doit savoir jouer intelligemment, faire les détails correctement. Et je pense qu'on a fait quelques erreurs qu'après ça nous a coûté ces 2 buts. Et ensuite, 2-2, tout peut se passer. Et après, ça s'est terminé en prolongation et on a perdu ce match. Le tort, c'est de ne pas avoir su trouver le moyen de marquer le 3e aussi, peut-être? Oui, effectivement. Je pense qu'on avait assez d'occasions pour marquer ce 3e but. On ne l'a pas fait. On n'a pas été assez conséquent devant ce but. Et c'est clair que si on a mis certaines de nos chances, on aurait pu gagner ce match. Là, le regret, il a aussi de ne pas avoir accroché cette 6e place, qui est quand même un objectif. Oui, bien sûr, c'est un objectif pour nous, pour toute l'équipe. C'est clair que 3 points ce soir, ça aurait fait du bien, mais je pense qu'on doit aller de l'avant, prendre les choses positives de ces derniers matchs, qu'on a quand même gagné 3 matchs, là fait 1 point aujourd'hui. Continuer de cette manière et si on va comme ça de l'avant, on va faire des points. Merci bien. Merci. Il y aura certainement d'autres occasions pour le HC Bienne d'aller chercher une fois la possibilité de passer, on va dire, au-dessus des nuages à cette 6e place ou plus haut. 2e rencontre à passer en revue dans ce back-check, dans cette émission de débrief, c'est Rapperswil face à Lugano. Une équipe de Rapperswil qui se doit de se rebuffer. Et que dire de l'équipe de Lugano qui n'est pas dans la meilleure forme de sa saison, qui compte énormément de blessés en défense. Eh bien, le match a été compliqué pour la troupe de Serge Pelletier
ce soir. Ces deux équipes qui restaient sur 3 défaites chacune. Et ça va aller là aussi très vite. Fabien Guignard, Moses pour le 1-0, Duner pour le 2-0. Rapperswil se donne les moyens de bien faire à domicile pour ce match face au 7e de National League. Oui, surtout contre un trio d'attaques comme ça avec leurs étrangers qui sont extrêmement rapides. On a vu la contre-attaque, ils perdent le puck et puis ça part tout de suite à 3. Si tu n'es pas prêt à accepter au début de match, tu payes l'addition tout de suite. Joli passe en retrait sur le 1-0 et la déviation pour le 2-0. Gilles, Rapperswil qui restait sur des défaites contre Bienne, contre Fribourg et contre Zug, là, réussit un début de match en 13 minutes 05, parfait. Absolument. Bon, Rapperswil, il faut quand même les considérer. C'est plus tellement le Rapperswil il y a 3-4 ans en arrière. Je crois que maintenant, ils font quand même partie du championnat, ceux-là. Faut en compter avec. Eh bien, finalement, Rapperswil va quand même s'éteindre. En fin de période, il y aura une situation de jeu de puissance pour Lugano. Et il y aura une petite sensation quand même dans ce championnat, Stéphane, parce que ce casque jaune, là, il s'appelle Marc Arcobello, c'est pas n'importe qui. Il va marquer le 2-1, mais ça faisait surtout 16 matchs qu'il n'avait plus marqué. Ça, c'est très inhabituel. Marc Arcobello, c'est une montre suisse, c'est une horloge. Depuis qu'il est en Suisse, c'est régulièrement 1 point ou 2 tous les matchs. C'est grosso modo 50 points par année, c'est un point par match, 20 buts, 30 assists. C'est constant. Et là, c'est vraiment sa première grosse léthargie offensive qu'il a connue depuis qu'il est en Suisse, clairement. Comment tu l'expliques finalement? Bien, si je le savais, je lui aurais vendu le secret parce que j'aurais fait un peu d'argent sûrement, mais il y a des comme ça. Tous les joueurs ont des périodes difficiles. L'équipe est dans un creux de vague aussi. N'oubliez pas que cette équipe-là est décimée en défense. Décimée en défense, vous avez des jeunes défenseurs. Vous avez Ugadzi dans l'alignement. Vous avez Nodari qui est dans le top 4. Excusez-moi, c'est pas un joueur de top 4. Elliott Antonietti qui est limite le National League, Swiss League. Ça fait que les joueurs de centre doivent revenir plus souvent dans leur zone. Tu dois jouer beaucoup plus défensivement. C'est peut-être une piste de solution, mais ça reste quand même un joueur offensif qui doit marquer des buts quand il shoot au but. Stéphane a entièrement raison, Fabien. Sur les derniers matchs, ça fait 5 défaites en 6 matchs pour Lugano. Ça fera 607 avec celle de ce soir. Mais on parle de 16 matchs. Donc même quand Lugano fonctionnait bien avant, Arcobello n'y arrivait plus. On n'y arrivait plus. Écoute, il a pu peut-être avoir quelques matchs un petit peu plus difficiles. Ce qu'on doit bien comprendre, c'est que pour marquer des buts, tu as besoin d'avoir des défenseurs qui se donnent le puck rapidement pour créer de la contre-attaque. Et puis, quand tu as tes meilleurs défenseurs qui ne sont pas capables de le faire pour te relancer rapidement, te créer des espaces, il te manque ça. Tu dois, comme Stéphane l'a dit, tu dois aller rechercher ton puck un peu plus profond. Tu as moins de temps, tu donnes le temps à l'adversaire de se repositionner. Puis tout devient un petit peu plus compliqué. On ne parle pas de beaucoup, là. On parle de chaque fois, c'est des centimètres. Ouais. Bon, là aussi, dans cette rencontre, on va avoir une remontée au niveau du score de 2-0 à 2-2. Et Marc Arcobello, on va le retrouver parce que finalement, les Tessinois, Gilles, vont se reposer quand même sur leur power play ce soir. Avec Morini comme buteur pour le 2-2, 24e minute de jeu. Effectivement, séquence assez simple, puck sur le goal et puis on travaille les rebonds, ce qui est assez bien fait. C'est vrai, Stéphane. Lugano pensait peut-être avoir fait le plus dur à ce moment-là? Bien évidemment, là, écoute, tu étais dans le match, etc. On s'est dit, bon, c'est bon, la machine est relancée. Et c'est pas vraiment ça. Pas vraiment, parce que derrière, il y a le 3-2 qui arrive et Rapperswil va assumer le fait qu'à domicile, on se défend bien et que la saison est pas si mauvaise, même si on restait sur ces 3 défaites. Fabien Guignard, Clark et Moses, avec l'aide de Chervenka aussi pour le 3-2 et Chervenka encore en fin de match pour le 4-2. Les Lakers gagnent à la maison contre les Bianconeri. Ouais, écoute, encore une fois sur ce but, on voit c'est pas des grosses fautes, mais on voit notre défenseur là sur la mise au jeu à côté qui perd directement son duel, comme s'il n'était pas prêt. C'est des petites choses qui font que quand tu es dans une spirale négative, tu as toujours ce petit temps de retard, ce petit temps où tu réfléchis et qui te font perdre les matchs. Maintenant, il faut juste que Lugano fasse attention parce que même s'ils récupèrent leurs joueurs, qu'ils arrivent à inverser la tendance, pas qu'ils entrent dans des spirales qu'ils n'arrivent plus à redresser. Ouais, surtout que jusque-là, jusqu'à cette période de creux, Gilles Montandon, la saison de Lugano était bonne.
C'était correct, ouais, effectivement. Puis ils sont pas encore largués complètement, donc ils poussent depuis derrière, mais effectivement, des matchs, il faut les engranger, puis ils ont quand même un petit peu de peine. Là. Mais bon, c'est le genre de goal, c'est vraiment des cas d'école. Hein. On met le puck sur le goal en espérant un rebond, et puis on planche sur le goal pour jouer les rebonds. C'est assez simple, somme toute. Hein. Bon, on sait que c'est compliqué, que les tifosi ne sont pas dans la patinoire, hein, mais on sait qu'ils ont le sang chaud aussi, Stéphane. Puis on peut vite mettre la pression aussi sur le coach hein, dans ce genre de situation. C'est jamais facile, non pas d'aller gagner à la Valachia ou à l'Île-Fils, mais d'être coach à Lugano. De coach à Lugano. Les attentes sont toujours très élevées. Fabien, tu as joué à Lugano, tu le sais, les gens ne sont pas patients. C'est des latins et on s'attend toujours à ce que Lugano soit parmi les premiers, etc. C'est une bonne équipe, je pense, cette année, qui peut, pas tout à fait dans le top 4, mais juste, ils sont là actuellement. Là, ils sont dans une mauvaise passe. Schlegel a été très bon au début d'année. Maintenant, il est un peu en dessous. Turkirchen est absent. Donc, voilà, il y a moins de pression sur lui. Peut-être qu'il se relâche un peu. Il y a une histoire de gardien. On a Riva qui s'est fait blesser. On a Heath qui est blessé. Donc, on est obligé de faire jouer Ugadi qui est un junior, Villa qui est un junior, Nodari qui est dans le top 4, je le rappelle, Elliott Antonietti qui ne faisait pas partie du line-up. Donc là, Serge Pelletier, voilà, c'est facile de taper sur l'entraîneur, mais quand tu as une équipe décimée en défense, les gardiens qui sont un petit peu moins bons, ton deuxième gardien qui est out, à un moment donné, il faut se calmer un petit peu. Ils ont connu un super début de saison quand même. Hein. Turkirchen était numéro 2 hein, ce soir, donc ça c'est peut-être une première bonne nouvelle. On va passer à la suite dans ce back-check pour aborder Zug Genève. Et avant de parler à proprement du match, eh bien, on va faire une petite discussion hein, sur cette équipe de Zug si impressionnante. Avant la rencontre d'aujourd'hui, c'était 2,33 points par match. Tout fonctionne, archi-leader, ils avaient 13 points d'avance sur le deuxième. Hein, vraiment un rouleau compresseur que cette équipe de Zug. Alors on est allé, avant la rencontre de ce soir, rencontrer le directeur sportif de cette équipe du FAO Zug qui nous explique finalement si c'est l'année ou jamais pour être champion. Reto Klee. Reto Klee, Zug domine le championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes le directeur sportif le plus heureux de National League? Bonne question. Non, on est content avec la première moitié de saison. Mais on sait encore qu'il y a des détails qu'on peut faire mieux. Mais c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Jusque-là, l'équipe il fait du bon travail, le coach il fait du bon travail, mais c'est beaucoup de hockey à jouer. On a l'impression que cette année, Zug a tout pour être champion. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'on a une bonne fondation. On a l'équipe, je pense, c'est égalité. On a toutes les formations qui peuvent faire les buts. Mais il y a aussi des autres teams qui sont forts et on verra jusqu'en fin de saison. Il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat, par exemple Alatalo, Diaz, Albrecht, Klingberg, Senteler, Torel, Zender. Vous avez beaucoup de travail pour les garder ou pour les remplacer? Oui, c'est mon job. Des fois, on a plus de joueurs avec contrat c'est fini, mais cette année, on a 12. C'est beaucoup de travail. C'est toujours qu'on a des joueurs qui restent, on a des joueurs qui partent. Mais on verra. Tout le monde est remplacé, je pense, doit être remplacé. Mais je pense qu'on a une bonne équipe aussi la saison prochaine. Merci beaucoup, Reto Klee. Merci. Bon, on reste encore tranquille, hein. On n'est pas inquiété et vraiment sur l'avenir et tout ça. Mais c'est vrai que si on reparle dans l'ordre, Gilles Montandon, est-ce que pour vous, cette année, Gilles, Zug est en taille patron pour être champion? Écoutez, ce n'est pas la première saison où Zug joue les premiers rôles du championnat, puis tout d'un coup en play-off, ils ne sont plus là. Donc, advienne que pourra. Mais c'est clair qu'ils ont une équipe compétitive. Mais de là sortir un titre... Vous ne faites pas un titre par décret, hein. Il faut les jouer les matchs. Hein. Bon, mine de rien, si la saison n'est pas allée au bout, Fabien Guignard, puis qu'on avait joué cette barre minimum de 39 matchs pour sacrer le champion, il faut aller les chercher là, avec l'avance qu'ils sont en train de creuser. Ouais, ça commence à faire effectivement beaucoup d'écart, surtout s'ils continuent à ce rythme-là. On le verra tout à l'heure, mais même contre une très bonne équipe de Genève, ce soir, ils ont fait un excellent travail. Bon, Steph, on ne se cache pas qu'on se sent quand même favori puis qu'on aimerait une fois l'assumer. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné. Ouais, moi, je veux rebondir sur ce que tu as dit. C'est que si on ne va pas au bout de la saison pour X raisons, pour le coronavirus, etc., puis ils sont sacrés champions, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui aimerait être champion comme ça. Non. Parce que champion, c'est...
Aujourd'hui, champion après la saison régulière, ça ne veut rien dire. Tout le monde le sait. C'est les playoffs. Donc, je ne pense pas qu'il y a un joueur qui va se péter les bretelles en disant on a été champion. Oui, on a fini premier, mais personne ne va se promener avec une bague de champion. Ça, je suis à peu près sûr. Mais oui, ils ont l'équipe pour aller au bout. Ils sont impressionnants à tout point de vue cette année. Voilà. Mais il y a d'autres équipes aussi qui peuvent leur faire peur. Hein. Je veux dire, là, c'est pas parce que tu domines en saison régulière que quand tu arrives dans les playoffs, sur une série de 7 matchs contre Genève, je pense que Genève, il y a des cartouches. Lausanne a des cartouches. Zug a des cartouches. Il y a des équipes qui peuvent surprendre. Mais je pense que pour la discussion est sur le fait que c'est cette année ou jamais. Moi, je pense que c'est cette année ou pas tout de suite. Où il faudra attendre un prochain cycle, parce que Diaz, visiblement, va partir, Alatalo va partir, Hoffman risque de finir en NHL. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat, on l'a dit, donc ça risque d'être une équipe remodelée l'année prochaine, avec toujours un bon Giannoni au goal, mais ça risque d'être une équipe qui sera probablement plus prétendante au titre l'année prochaine. Si tu perds tes 4-5 meilleurs éléments, peut-être qu'il y a Mirko Müller qui va arriver, etc. Mais ça reste que... Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis on sent qu'il y a quelque chose de particulier avec eux cette année. Et moi, je pense que c'est all-in cette année. Ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour y aller. C'est ce que j'allais dire. Hein. C'est vrai que la saison est encore longue. On parle au moment précis d'aujourd'hui. Fabien, il peut se passer beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans le futur. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce sentiment aussi de devoir le faire cette année. Si on le regarde depuis le début de la saison jusqu'à maintenant, on a tous envie de dire oui, je crois qu'on est tous d'accord. Il domine toutes les équipes pratiquement. Maintenant, si on regarde sur les dernières années, combien d'équipes ont dominé un championnat et puis sont allées jusqu'au bout en play-off? Pratiquement aucune. Donc ça nous prouve que la saison, on le dit toujours, c'est un peu les phrases bateau qu'on répète toujours, mais les play-offs, c'est une nouvelle saison et c'est différent et c'est le cas chaque année. Alors, on espère les vivre, ces playoffs, et puis peut-être confirmer ou non que Zug était vraiment trop fort cette année. Mais ça, on ne le saura pas. Zug, en tout cas, a été peut-être trop fort pour Genève ce soir dans la rencontre à la Bossard Arena, où ça a été un très, très bon match de hockey sur glace avec des Genevois, Gilles Montandon, qui vont faire la course devant dans un premier temps, profiter du power play. Moy comme buteur sur un autogol, finalement, que Winnick aurait très bien pu marquer derrière. Absolument, oui, mais on voit très bien qu'ils savent vraiment chacun ce qu'il faut faire. Ils ont un placement qui est impeccable. Et puis le puck finit au fond, que ce soit marqué par un défenseur autogol ou pas, je veux dire, c'est l'intention qui compte. Bon, derrière, Stéphane, c'est une histoire de canne au visage d'un Karl Klingberg, pas content du tout sur le coup, là. Il va rester au sol. Marco Maurer, de la maladresse, peut-être une non-maîtrise de son matériel. Les arbitres n'ont rien vu. Écoutez, souvenez-vous de la pénalité de Tom Ernest à la Valachia. Tout le monde de Genève a crié au scandale. Il n'y avait pas de 5 minutes. Tom Ernest n'aurait jamais dû être pénalisé et expulsé du match à Ambry. Il y a une loi, il y a une justice, il y a la loi de la moyenne qui s'applique de temps en temps. Et sur cette séquence-là, les choses sont revenues en faveur de Genève parce que Montréal est allé d'une canne au visage clair sur Klingberg. Ça a échappé à l'attention de tous les arbitres. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'était passé, donc on n'a pas pénalisé. Mais je vais aller voir sur la tablette. C'est assez évident. Vous allez voir que c'est même très, très clair. On va regarder ici. C'est parti. Regardez. Montréal va pouvoir soulever la canne ici. Regardez, boum, directement au visage. On va venir encore en arrière. Je vais vous la montrer encore en gros plan. Regardez. Montréal qui veut soulever la canne, empêcher Klingberg, finalement, de faire dévier la rondelle. C'est absolument clair. On va aller un peu plus loin derrière aussi. On la voit. Vous l'avez vu probablement aussi juste avant. Regardez ici. Tac. Voilà. Donc ça, c'est une situation... Morer aurait dû être pénalisé d'au moins 2+2. Sinon, 5 plus méconduite pour le match. Alors ça, c'est une autre discussion qu'on peut avoir. Maintenant, il n'y a pas eu de pénalité, donc c'est un break, un passe-droit que Genève a eu ce soir. Les choses s'équilibrent de temps en temps. Et on peut se poser la question pourquoi les arbitres ne l'ont pas vu. Bien, quand il y a un tir de la ligne bleue, il y a un amas de joueurs devant la cage. Si vous ne voyez pas exactement, ça s'est passé très, très vite. Si vous ne voyez pas exactement ce qui se passe, vous n'avez pas les yeux là, c'est très difficile pour les arbitres de spéculer. C'est les deux arbitres qui étaient du côté des bancs qui auraient pu voir quelque chose. Les deux qui sont de l'autre côté, ils sont masqués par les joueurs. Mais... Donc ça a échappé, voilà. Fabien, ça peut être quand même un tournant dans ce match déjà, très rapidement. Là, c'est 6 minutes 20 au chronomètre. On peut perdre Maurer si les arbitres jugent qu'il y avait possibilité de donner 5+20. Ouais, effectivement, tu peux perdre un joueur et puis notamment jouer soit 2+2 minutes ou alors encore pire 5 minutes et puis si voilà, sachant que en plus contre Zug ils peuvent en mettre 1, 2 voire 3 donc,
Bon, finalement, pas de pénalité, mais Zug ne va pas sortir de sa rencontre puisque la formation de Dan Tangnes va égaliser. Gilles Montandon, Geiser qui profite d'un très bon travail dans la zone de Rafael Diaz. Oui, effectivement. Ouais. Rafael Diaz fait du très bon boulot comme défenseur. Là, il se porte en attaque. Il essaye lui-même de mettre le puck au fond. Il récupère son propre banc et il sert assez adroitement un défenseur pour un shoot. Là. Donc le but de Geiser, son deuxième de la saison, égalisation entre les deux défenseurs de Zug. Et on va retrouver encore un but avant la première sirène. Stéphane, ça sera une des histoires peut-être de cette soirée, la fin des périodes mal négociées par Genève aujourd'hui. Oui, effectivement. En fin de période, Zug était vraiment à son affaire, a marqué des buts en fin de période. De là à dire que Genève a lâché en fin de période, je ne sais pas. Mais pour Gauthier Desclous, c'était pas un mauvais match, mais le puck le frappait pas tellement aujourd'hui. Regardez, là, le puck, il passe au-dessus de l'épaule sur cette séquence-là. Il descend un petit peu vite. On a vu sur le goal d'avant que le puck l'avait un peu transpercé. Donc, mais on l'a vu là, toute l'efficacité. On en parlait en avant-match, l'efficacité de Zug devant la cage, notamment de Zender et puis de l'autre, mais Chef Simeon. C'est presque 25 % devant la cage. Là. C'est l'équipe qui a le plus de réussite, le plus fort pourcentage devant la cage, 10,3 % avant le match de ce soir. Et là, au premier tiers, ils sont 2 en 8. Ouais, et puis Sven Leuenberger, il a aussi une très bonne efficacité devant le but. On ne l'a pas mis dans notre tableau, mais il est aussi à plus de 20 %. Et Fabien, c'est le 4e bloc qui marque, là, de Zug en fin de période. Ça ne fait pas plaisir non plus à l'entraîneur que ce soit en fin de période et que le 4e bloc adverse puisse marquer. Écoute, il faut de temps en temps qu'ils en mettent un aussi au fond. Ils sont aussi là pour ça. Mais on parlait avant, au tout début du match, on parlait d'homogénéité à Zug. Et puis, c'est vrai que c'est une équipe qui est extrêmement équilibrée. Et sur l'ensemble du match, moi je pense que sur l'ensemble du match, Genève a été meilleur que Zug, ça n'engage que moi. Pendant 40 minutes, Genève a été meilleur que Zug. Et puis malheureusement, dans les 20 dernières minutes, c'est comme si le match avait été quand même un tout petit peu trop rapide pour Genève. Et puis c'est pas beaucoup, c'est quelques pourcents en moins, puis Zug arrive à faire la différence. C'était un peu comme ça, Fribourg à la maison ont perdu leur match dimanche dernier, alors qu'ils avaient... Christian Dubé a dit on a dominé tout du long, peut-être pas tout du long, mais ils avaient quand même eu l'avantage, notamment au chapitre des tirs. Mais Zug a le talent cette année pour gagner de temps en temps. D'être dominé, peut-être un peu moins bon, mais il a le talent pour faire la différence. La raison pour laquelle ils sont premiers devant tout le monde et puis ils enchaînent comme un rouleau compresseur. Où je te rejoins, Fabien, finalement, c'est que Genève va égaliser à 2-2 avec Tanner Richard un petit peu oublié et Kovar qui arrive en retard. Il va marquer le 3-2 à 5 contre 3 parce qu'il y avait une double pénalité de Senteler et de Schlumpf. Donc jusqu'à la mi-match, Genève était encore devant et avait mené par 2 fois au score quand même, Fabien. Et puis c'était de loin pas démérité. Ils avaient la main mise sur le match. On voit le but de Fer suite à une magnifique passe de Tom Ernest. C'est vraiment son élément. Il a une capacité offensive à voir le jeu, à faire des jeux rapides, à faire des bons choix qui sont exceptionnels. C'est très beau sur cette séquence-là, je pense que Giannoni va s'en vouloir parce qu'il aurait pu couper cette passe-là. Mais moi, je pense autant Diaz que Giannoni, ça allait trop vite. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça aille aussi vite. Exécution. Bon, Gilles, on a eu un très bon match et ça ne va pas s'arrêter là parce que des buts, il y en aura encore. Le 3-3 va prendre un petit peu de temps à la vidéo pour valider la réussite de Nico Gross. Ton avis là sur ce qu'on allait voir à la vidéo, Gilles Montandon? Non, c'est clair que alors qu'on demande d'aller voir la vidéo pour une éventuelle obstruction sur le gardien, je pense que c'est légitime là, mais une fois après visionnage de la vidéo, c'est clairement goal, effectivement. Stéphane, tu nous expliques finalement le joueur là plonge par-dessus Gauthier Desclous pour vraiment tout faire pour ne pas faire obstruction dans son demi-cercle. Donc, quand le puck est déjà dans le demi-cercle, le joueur a le droit d'aller dans le demi-cercle. Dans la mesure où il ne rentre pas en contact avec le gardien, il ne l'empêche pas de faire l'arrêt. Tu as le droit d'aller dans le demi-cercle pour la prendre. C'est exactement ce qu'il fait. Il saute par-dessus le gardien, pousse le puck au fond, ensuite il tombe sur le gardien. Parce que sur l'angle depuis derrière, on voit qu'au moment où il pousse le puck, il est clairement dans les airs. Il y a un bon peut-être 20-30 cm au-dessus du gardien. Il n'est pas tombé sur le gardien et ensuite poussé le puck. Ça aurait été complètement différent. Parce que sinon, un petit, il ne peut pas mettre le puck au fond. Il est un peu en lévitation là, au-dessus du gardien. C'est une attaque contre moi, Gilles?
Mais il y a eu... Bobby Orr avait marqué un but semblable et c'est resté dans l'histoire. Hein? Donc, c'est un but à la Bobby Orr pour son premier, disons. Mais le but qui va faire mal définitivement à Genève Servette ce soir, c'est le but encaissé à la 40e minute de jeu. Et là, ce sont les vedettes Kovar, Hoffman qui vont s'associer pour remettre finalement Zug devant et ne plus quitter cet avantage. Fabien Guignard, voilà, petite déviation sur un tir de poignet d'Hoffman qui trouve la faille. Magnifiquement exécuté. Et puis on voit la réaction de Vinik juste après, là, qui n'a pas réussi à contrôler la canne de Kovar et qui s'en veut énormément. Oui, parce qu'on encaisse à la 20e, on encaisse à la 40e. Gilles Montandon, ça fait quand même beaucoup dans un match où Genève a eu ses chances, a eu ses possibilités. Moi, il aurait pu marquer, d'autres aussi. Ça n'a pas suffi. C'est assez fou parce qu'on sait pertinemment que tous les débuts de tiers et les fins de tiers, il se passe quelque chose, quoi. Puis là, effectivement, de surcroît encore ce soir. Ouais. Alors, finalement, il y aura le 5-3. Kovar qui rend l'appareil à Hoffman, Stéphane. Genève, peut-être encore un petit peu court sur 60 minutes face à cette équipe mastodonte de Zug. C'est difficile à dire, mais Zug, sur son talent, peut faire la différence de bien des façons. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu, nous, des matchs studio, qu'on a décortiqués, qu'on a analysés, où il y avait Zug, chaque fois, on a eu des bons matchs de hockey. Hein, on l'a vu contre Fribourg, on l'a vu contre Lausanne. C'est une équipe qui joue vite, qui forecheck agressivement, qui fait des transitions, des relances rapides. C'est une équipe qui est spectaculaire. On a du spectacle quand Zug joue. Puis là, quand vous jouez contre une équipe qui joue bien au hockey comme Genève, bien, vous avez des super bons matchs de hockey. Moi, malgré la défaite de Genève, je trouve qu'ils ont joué un bon match. Puis je trouve que l'exécution de Genève ce soir a été très bonne sur plusieurs séquences. Une circulation de rondelles, on a vu sur 2 buts, là. On a vu aussi un set play en première période sur le power play, des passes à une touche, tact. C'est joli. Zug le fait régulièrement. Genève est capable de le faire. Et je trouve que c'est le hockey qui en sort grandi dans des matchs comme ça. Un super spectacle, sincèrement. Si vous restez à 5 contre Zug, c'est jouable. Mais du moment, il n'y a qu'à voir. Les 3 quarts du match, il n'y a pas eu de pénalité contre Genève. Donc c'était un match qui était hyper proche. Mais du moment où vous commencez à donner des pénalités et puis que c'est eux qui ont les jeux de puissance, ils sont habiles, les coquins. Et je pense que Genève, depuis le match à Ambry, je pense qu'il y a une prise de conscience que peut-être qu'on était allé trop loin dans avec les arbitres. On avait beaucoup d'émotions, beaucoup trop d'émotions autour du banc de Genève. On a vu, ça a débordé à Ambry. Le match suivant, on a eu une pénalité de banc mineur aussi dans un moment clé. Hein? Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience des joueurs en disant « Hey, les boys, on va pas s'en sortir comme ça si on la joue toujours comme ça. Mettons-nous nos efforts à jouer au hockey. » Et je pense qu'ils ont joué un excellent match dimanche à Fribourg. Ils ont été excellents. Ils ont été encore bons ce soir. On joue jouer contre un adversaire qui était un tantinet plus réaliste. C'est vrai que Zug signe un 6e succès de rang, que ça fait 2 défaites en 8 matchs pour Genève, donc rien d'inquiétant. Il y a eu ce match à Ambry et la défaite d'aujourd'hui. Donc je vous propose une réaction à l'issue de ce match pour voir comment on a ressenti cette défaite à la Bossard Arena. C'est l'entraîneur assistant Louis Matt. Louis Matt, vous menez 2 fois au score face à ce leader Zug. Finalement, ça n'a pas suffi. Quel est votre sentiment là, quelques minutes après la rencontre ? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de déceptions. On a fait un bon match et puis on a créé beaucoup d'offensives, mais je pense que les 2 buts, le but en fin de première, le but en fin de deuxième a fait mal. C'est des buts que tu ne dois pas accorder en fin de période et puis ça a permis à Zug de revenir dans le match. Comment vous expliquez justement ces blancs à la fin de la première et de la deuxième période? Bon, écoute, c'est un jeu d'erreurs. Hein. Et on fait des erreurs. On n'a pas été capable de capitaliser en deuxième période. On a eu beaucoup de chances de marquer et puis... on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais eux, ils ont été vraiment, je dirais, coriaces et puis tranchants sur nos erreurs. Après la défaite à Ambry il y a une semaine, il y a une grosse réaction. Sur les 3 derniers matchs, il y a du positif quand même. Oh, oui, je pense qu'il y a des fois un bon coup de pied dans le derrière, ça fait du bien. Et puis on a bien réagi contre Zurich avec beaucoup de joueurs en moins. Et puis contre Fribourg, on a fait une bonne performance de 60 minutes. Et puis ce soir, on fait un bon match. Et le résultat n'est pas là, mais je pense que dans l'ensemble du match, on doit être content de notre match. Merci beaucoup. Merci. Bon, on est rassurés. Louis Matt a vu le même match que nous et finalement la même analyse. Zurich-Fribourg, 4e match à passer en revue dans ce back-check avec dans ce Hallenstadion. Une équipe de Zurich qui aligne un petit peu chaud-froid et Fribourg qui restait sur une défaite dimanche 4-1 contre Genève et qui avait envie de se rebiffer dans ce match du haut de classement entre le 2e et le 3e de National League. Ça commence par un fait de jeu. Fabien Guignard en fin de première
période où Kylian Motet est le long de la bande. Ça se passe en bas de votre image. Regardez, le casque jaune va être mis en échec et la porte du banc de Fribourg est ouverte et il va se blesser et ne pas pouvoir terminer la rencontre. C'est quand même... La faute a vraiment pas de chance. Ah, ça, c'est juste le prénom, je crois. Mais la seule chose, on ne voit pas vraiment s'il y a une torsion du genou ou si c'est le genou déjà. On espère que ce soit plutôt un choc ou musculaire. Bassin, on dirait qu'il arrive au niveau du bassin, là, ça fait... Ouais, écoute, on espère juste que ce soit plutôt le choc. Puis que d'ici une semaine où il soit de retour, parce que perdre un Kylian Motet en feu comme il l'est depuis le début de la saison, c'est embêtant pour Fribourg, c'est embêtant pour le joueur. Kylian Motet dans ses meilleurs moments, c'est vraiment magnifique à voir et on espère le revoir le plus vite possible. Gilles, ce que je ne m'explique pas, je crois que c'est qu'il reste 6 secondes à la fin de la période et que le gardien remplaçant Conorius ouvre le banc. Il n'y a pas vraiment de raison non plus de faire ça, non? C'est un accident, c'est toujours con. Hein. Ah ouais, non, mais... C'est vrai, tout ce qui est accidentel, ça. Mais c'est vrai que je ne m'explique pas pourquoi la porte s'est ouverte à ce moment-là, parce qu'il n'allait pas changer. T'as déjà vu un gardien aller faire un changement volant, toi? Non, mais... Je sais pas, oui, il s'est reculé, puis en se reculant, il a comme tiré la porte avec lui. Je pense qu'il le voit arriver, il ouvre la porte, non? Elle était déjà ouverte. Ben, je sais, on le voit pas très bien. En tout cas, c'est un accident malencontreux. Quand ça arrive sur le banc adverse, tout le monde râle, puis il accuse l'adversaire d'avoir fait exprès. Hein? Et là, c'est sur le banc de Fribourg, donc là... Bon, je crois que sur les dernières nouvelles, ça paraît pas si grave que ça pour Kylian Motet. Bien sûr, on vous tiendra informé si on a plus de nouvelles. Il y a eu un match quand même à Zurich avec des Zurichois qui vont prendre les commandes avec le défenseur Tim Berni pour l'ouverture du score. Il a fallu attendre quand même la 28e minute de jeu dans cette rencontre, Fabien Guignard, pour voir ce premier but. Hein. C'était un petit match jusque-là. Il y a eu très peu de tirs cadrés au premier tiers, 10-4. Et jusqu'à la mi-match, ça décollait pas encore. Ah, voilà la belle façon dont l'attaquant zurichois fixe le gardien pour le mettre à genoux, pour lui faire mine de lui donner une fausse information. Et juste pousser le puck à l'intérieur, c'est magnifiquement exécuté. Et Berni qui avait bien suivi l'attaque. Derrière, eh bien, Fribourg va égaliser. Stéphane, Maxime Noro, là, qui aura le puck, va revenir sur son idée de départ de sortir de la zone. Mal lui en prend, puisque Aaron joue bien le coup, mais... Avec le ralenti, est-ce que Aaron n'est peut-être pas un petit peu trop habile avec sa main et ne fait pas faute? C'est très limite. Écoutez, l'arbitre est à côté. Nous, l'angle qu'on a, c'est pas l'angle de l'arbitre. Moi, je trouve que cette situation-là... En tout cas, regardez la main de Aaron. Aaron qui passe son épaule devant Noro et avec la main libre, le retient un peu. Maintenant, est-ce que c'est assez pour une pénalité? J'en sais rien. Moi, sur le premier coup, je me suis dit, Noro s'est fait rouler dans la farine. Après, quand j'ai vu la main d'Aaron, je me suis dit, peut-être qu'il y a un petit quelque chose, mais voilà, je sais pas, les gars, vous... Bon, il prend des risques, il doit revenir en zone. Quand Aaron, il a un coup de patin qui est juste assez exceptionnel. Alors, c'est clair, quand il te colle aux fesses, qu'il colle au train, t'as intérêt à dégager, quoi. Mais là, il a bien joué le coup, quand même. Il était assez... Non, mais Noro a fait une grosse bêtise. Pas bien, une pénalité pour toi? Moi, je pense pas. Écoute, il y a peut-être le geste, mais j'ai pas l'impression qu'il le tire vraiment. Noro revient de blessure, il a peut-être les jambes un petit peu lourdes. Puis, comme le dit Gilles, justement... Aaron, quand il est sur ses appuis, c'est vraiment du solide. Et s'il y a des spectateurs ce soir, les gars, là, ça gueule un grand coup, là. Là, je pense que les arbitres, ça saurait crier au scandale, évidemment. Les spectateurs, je parle des spectateurs. C'était à Zurich, donc évidemment, les gens aimaient là, dans un petit match comme ça, pour les arbitres, c'est plus facile. N'oublions quand même pas l'essentiel, Gilles Montandon, c'est qu'Aaron termine très bien le travail. C'est un joli but derrière. Justement, oui, absolument. Il est opportuné, puis surtout, il garde encore cette lucidité de sortir le gardien et puis de le mettre en Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu Yannick Aaron à part ça. Ça fait du bien, un gros match comme ça. Allez, ensuite, on se propulse dans la 3e période, puisqu'il va falloir attendre les 12-13 dernières minutes de ce match pour savoir ce qui va se passer. Ça a été haletant jusqu'à son terme. Le 2-1 est marqué par Hollenstein, là, Fabien Guignard, ultra puissant, qui, on va dire, facilite le travail d'Andrighetto, buteur. Hollenstein qui fait une magnifique saison. Je ne sais pas ce qu'il a mangé cet été, ou avec qui il s'est entraîné, mais il est vraiment, il a des turbines dans les jambes. Regardez de quelle manière il arrive à revenir et pousser même Gunderson qui s'accroche à lui. C'était puissant, hein, quand même. Ça fait le 2-1. Mais derrière,
Messieurs, dames, Fribourg-Gotteron revient à 2-2. Gilles Montandon a du caractère, l'a montré contre Davos, l'a déjà montré plusieurs fois cette saison, ne se laisse pas abattre. Et c'est Victor Stolberg. Tiens, qui d'autre que lui qui, de volée, peut égaliser à 2-2. Ouais, c'est André apparemment qui met ce puck sur le goal. Ouais, c'est clair que c'est un goal qui est assez adroit. Hein. Ouais, il y a la main du défenseur Gehring, Stéphane. Il y a le gardien et sa canne. Il est au bon endroit. Il est au bon endroit. Il a tapé Bikoff, une passe levée de Bikoff depuis le coin. Je suis content pour lui qu'il a chopé un point là-dessus parce que Bikoff crée quand même pas mal de trucs offensivement. Il récolte pas beaucoup de points par les temps qui courent. Mais Stolberg, lui, c'est un point par match. Il est toujours là au bon moment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mi-match, on avait regardé les statistiques à mi-match, et à 8 minutes 32 de la fin du deuxième tiers, Fribourg avait 8 shoots au but. Et ils finissent le match à 39 shoots au but. Donc, deuxième partie du match, ça a tourné quand même. C'était quoi, 15-8 pour Zurich, puis ça a fini 39-22. Donc, on peut dire que, sans avoir nous, on l'a pas vu tout l'ensemble du match, mais on peut dire qu'au niveau de la statistique des tirs au but, la deuxième partie de match, je pense que Fribourg a mis le turbo là, puis a vraiment mis de la pression sur Zurich. Ah ouais, quand le match s'est réveillé à deux visages, c'était Fribourg qui était dominateur au Stadion, Fabien. Oui, effectivement. Puis ce qui fait plaisir, c'est que tout le monde dit Fribourg, ils ont des matchs faciles. Alors, on laissera chacun juger, mais toujours est-il que contre les bonnes équipes, ils font quand même ils font des points, ils font des bons matchs. Donc je pense que c'est tout à leur avantage. Et puis tous les matchs faciles, contrairement peut-être à leur début de saison passée, ils les gagnent. Et donc c'est aussi preuve d'une équipe solide et beaucoup plus solide que le début de saison précédente. Stéphane, j'ai une super question. C'est pas droit au joker. Tu dois nous analyser tout ça. Est-ce que Fribourg aurait pu gagner dans le temps réglementaire aujourd'hui avec cette scène du no-goal à la 58e minute de jeu? Selon moi, non. Selon ce que je vois à la tablette avec le Zoom, je l'ai fait en fin de match pour ceux qui étaient avec nous. Pour moi, non. J'ai aucune preuve que le puck est rentré. Avec ce que je vois, je pense qu'elle a chopé vraiment l'équerre, la barre horizontale tout proche du poteau. Le poteau, elle est redescendue après. C'est ma théorie. C'est ce que je vois sur la tablette. On va y aller avec vous, si vous voulez, à la maison, parce que vous pouvez faire des retours en arrière aussi à la maison sur ce que vous voyez. Donc, la scène se déroule comme ceci. Il y aura un tir de Yannick Heron qui va, à mon avis, finir sur la barre et sur le poteau et qui va descendre devant la ligne de but. On y va un petit peu plus loin, regardez bien. Donc, le tir de Heron va décoller maintenant. Pour moi, le puck, j'explique la théorie, c'est qu'il va choper vraiment la barre tout près du poteau, ensuite choper le poteau, mais beaucoup plus dans l'équerre que ça, et venir sur la ligne. Je vais essayer d'y aller avec le zoom, regardez bien. Tac, tac, c'est très, très rapide. Pour moi, c'est barre transversale, poteau. Et regardez ce qui me fait dire qu'elle ne va pas au fond, c'est dans l'angle dans laquelle elle ressort aussi. Ça, c'est une bonne indication. On va essayer de regarder. J'arrive pas à faire un arrêt sur image, ça va trop vite, mais le puck rebondit clairement devant. Un petit peu plus loin, c'est là qu'on va avoir un petit peu plus d'indices. Là, il faut faire attention. Ne vous fiez pas à la ligne de but, parce que quand le puck est dans les airs, c'est un plan incliné, donc le puck va traverser la ligne de but, mais on a un plan incliné par devant. Donc, quand le puck est dans des airs, il ne faut pas regarder la ligne de but. Il faut regarder s'il touche au fond. Donc, dans cet angle-là, on va essayer d'y aller. Encore une fois. Tac, tac, tac. Regardez bien le focus. Regardez bien. Par horizon. C'est vraiment l'équerre où moi, je vois, plus je le regarde, plus je suis convaincu. On va regarder comme ça. Tac. Tac. Regardez bien ici. Le puck va arriver. Tac. En aucun moment. Évidemment, vous avez l'impression qu'il traverse la ligne, mais c'est dans les airs. Il ne faut pas vous occuper de ça. On va y aller ici. Tac. Pour moi, c'est clair. Enfin, Gilles, sur ce que je vois, c'est clair. On peut crier au scandale pour Fribourg-Gotteron sur cette action? Franchement, c'est difficile à dire, quoi. Dubé était en tout cas pas content. C'est normal sur le banc à ce moment-là. On doit faire parler dans ce sens-là. Mais on peut se sentir un petit peu floué quand même sur cette action qui peut quand même amener à moins de 2 minutes de la fin le but de la victoire. Oui, ce qu'il faudrait savoir, c'est être sûr que le puck soit rentré, quoi, effectivement. Quoi. Puis manifestement, sur les images, pas, quoi, mais... Non, je ne mettrai pas ma main coupée, mais sur ce que je vois là, j'ai pas de preuves. Et moi, je suis les arbitres, je prends exactement la même décision. Fabien, but, pas but? Non, au vu des images, même là, quand on le revoit encore, je suis aussi convaincu qu'il ne l'a pas passé. Après, on comprend l'agacement de Dubé. Dans un match comme celui-ci qui peut te sceller la fin du match.
Et au lieu de ça, tu pars en prolongation. N'hésitez pas à nous donner sur les réseaux sociaux, sur notre Twitter, votre avis finalement et peut-être des preuves, des photos qui pourraient nous amener à croire que le but est rentré. On est toujours preneur et ouvert à tout ça parce que derrière, finalement, Fribourg-Gotteron va perdre ce match en prolongation. Ça tient à pas grand-chose de pouvoir battre Zurich, le deuxième de la hiérarchie. Et c'est Frédéric Peterson, Gilles Montandon, alors que Zurich est avec un homme de plus qui va marquer le 3-2 final. Voilà, Peterson joue bien le coup parce qu'on le laisse rentrer. Alors c'est clair, après il a une distance honnête avec son shoot du poignet vu qu'il est aussi passablement précis. Donc là, il joue bien le coup. Puis surtout, il est égoïste. Il n'essaye pas de chercher une passe ou comme ça. Il se dit, OK, j'y vais. C'est mon goal. Et ça paye. Il a été un peu chanceux quand même parce que c'est peut-être c'était pas son meilleur tir en carrière. Non, connaissant Peterson, à mon avis, il a manqué son shoot. C'est pas là qu'il voulait shooter. C'est ce que je pense aussi. Des fois, ça peut les bons marqueurs ont beaucoup de chance. C'est pas un slap. Mais là, évidemment, pour Fribourg, ça va être encore plus frustrant parce que, voilà. Mais on a eu 2 minutes de power play à la fin. Durant cette séquence où les Fribourgeois pensent qu'elle est rentrée, pas nous. Ils ont dominé. On regardait Ludo Weber dans le but. Il était exténué. Il n'arrivait plus à se relever tellement Fribourg a été menaçant. Il a eu des chances de marquer. Il y a Dernay qui a raté un shoot qui aurait pu me mettre dedans. Voilà. Donc, on n'a vraiment pas été tout proche. Fribourg aurait probablement mérité bien mieux que ça. Sûrement une victoire en prolongation. Ça reste quand même une défaite, 1 point. C'est toujours ça de prix. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup contre les top équipes cette année. Mais c'est ça. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que quand Zurich marque le but, ils sont en supériorité numérique. Ouais. Di Domenico a été pénalisé pour 2 minutes. Celle-là, elle n'était pas... Et la pénalité était plus que discutable. Donc Fribourg, je pense qu'ils ont de quoi être fâchés, déçus. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. La pénalité de Di Domenico, on l'a regardé ensemble. Le gars, il balance la canne. On est en toute fin de match, un coup de canne sur la jambière qui n'est pas significatif. Messieurs, vous savez quoi? Si Louis Matt a vu le même match que nous, est-ce que le capitaine de Fribourg-Gotteron, qui est toujours extra lucide à chaud après les matchs, peut nous apporter peut-être un petit peu son sentiment? On l'écoute. Julien Sprunger, vous perdez ce match ce soir ici à Zurich. C'est rageant quand même parce que vous aviez les moyens de remporter la victoire. Ouais, c'est vrai que c'est frustrant. Je crois qu'on a fait un excellent match de la première à la dernière minute. Ça s'est joué sur des petits détails malheureusement. On recolle 2 fois au score. On a un powerplay à quelques minutes de la fin. On a une latte, un poteau, quasiment un goal tout ouvert. On n'a juste pas réussi à trouver le chemin des filets. Et puis, voilà, il y a des soirs où on ne mérite peut-être pas de gagner. Je pense ce soir, je ne suis pas sûr qu'on méritait de perdre, mais c'est comme ça. Il faut qu'on continue à se battre. On a vu qu'on peut rivaliser avec tout le monde. Et puis, il y a quand même beaucoup de positifs ce soir à prendre avec. La blessure de Kylian pouvait vous déstabiliser. Finalement, on a vu que vous avez réagi positivement en réalisant un 2e puis un excellent 3e tiers-temps. C'est vrai que Kylian, c'est une pièce importante de notre équipe. C'est notre atout offensif actuellement. Il tourne à plein régime. Mais on a vu, il y a des joueurs qui sont prêts à aider, à prendre leur lait. Et puis c'est ça qui est important. Je crois qu'on est très homogène comme équipe. On est capable de tourner à 3-4 lignes, même contre les meilleurs du championnat. Et puis voilà, j'espère que c'est pas bien grave. J'espère qu'il pourra jouer tout bientôt. Mais c'est clair, c'est un handicap de perdre nos top scorers. Merci beaucoup, Julien. Merci. Et peut-être que c'est tout prochainement que Fribourg va décrocher un succès contre une des top équipes pour vraiment faire taire finalement ces critiques qui en parlent un petit peu trop souvent, dont nous peut-être. Allez, dernier match à passer en revue, c'était le match de la peur, le match des mal classés, Langnau face à Ambry. 3 points quand même importants mis en jeu dans cette rencontre. Il y a eu moins de buts, moins de choses peut-être à dire dans cette rencontre. Après un premier tiers où Langnau a nettement dominé, à 18 tirs à 6 en faveur des Emmentalois. Gilles, c'est bien Ambry qui va marquer avec Diego Cosner sur un assist de Flynn. Ouais, c'est clair qu'ici, là, un shoot comme ça, en reprise de volée comme ça, superbe. Ouais. Alors ça, c'est le 1-0. Ensuite, pas grand-chose. C'est des matchs dans lesquels, des fois, la peur ressurgit. Fabien, il faut attendre les 5 dernières minutes 30 pour voir l'affichage du match. Elle est signée Anthony Huguenin. Je pense que c'est le seul endroit où le puck pouvait passer, puis il devait y avoir au moins 2 mm de chaque côté. Là, on voit l'angle, c'est vraiment... c'est d'une précision diabolique, ou alors une chance diabolique, mais en tout cas, il est magnifiquement placé, ce shoot. Ouais, dans la lucarne pour le 1 partout. Ensuite, on va se diriger en prolongation dans cette rencontre. Et finalement, l'homme du match sera Diego Cosner sur une passe de son capitaine défenseur Fora. Suite de cette perte de puck, il va très bien terminer le travail, Stéphane.
Oui, c'est très bien joué. Les droitiers, ils rentrent sur son côté fort. Là, le défenseur a joué ça un peu bizarrement. Regardez, il triche complètement sur un droitier, puis il triche complètement sur le deuxième joueur. Il triche sur la passe, en fait. Puis là, Costner peut vraiment aller au milieu, prendre vraiment son corps est entre les deux cercles d'engagement. Regardez, il peut gagner vraiment de l'angle. Il est droitier, et puis il l'utilise très, très bien. Le tir est parfait, parce que le gardien était bien placé. Hein? Le tir est vraiment parfait. Avec 2 étrangers, simplement. Fabian, Ambry gagne à l'Ilfis. Il n'y avait pas Nettinen, il n'y avait pas encore D'Agostini. Ça fait du bien. Je ne sais pas comment dire. C'est vrai que oui, mais en même temps, Langnau, c'est pas une grosse équipe cette année. Enfin, faut être réaliste, faut être clair. On ne veut pas être méchant non plus. Mais c'est vrai que Langnau tire franchement la patte dans cette ligue cette année. Le mérite revient à Ambry d'avoir effacé 2 défaites pour renouer avec la victoire. Le temps file et il est l'heure de passer aux étoiles. Eh bien, on vient d'en parler. C'est un joueur d'Ambry Piotta qui a finalement tiré parfaitement son épingle du jeu quand il manque Nettinen, le buteur, et que la première ligne avec Zwerger et Müller ne marque pas. Gilles Montandon, c'est Diego Costner qui marque les 2 buts de son équipe ce soir. Oui, effectivement, c'est quand même un joueur vaillant qui arrive toujours au cours des saisons à faire des choses, pas dire exceptionnelles, mais où vraiment il se met vraiment au service de l'équipe. Hein. C'est vraiment un bosseur, un travailleur, et puis peut-être pas le meilleur joueur de hockey du monde, mais par contre, alors il a énormément de volonté, puis il y va, puis il essaye, il tente des choses, et puis des fois ça passe. La deuxième étoile ce soir, c'est un joueur vedette de notre championnat, un des meilleurs buteurs et qui a été encore une fois décisif, surtout en fin de match. Fabien Guignard, un but, un assist pour Greg Hoffman. Il suit un petit peu sa routine depuis le début de la saison. Magnifique joueur, et ce qu'on n'a pas mentionné dans le back-check, mais qu'on a mentionné pendant le match, il a fait un magnifique geste, ou alors qu'il n'a pas fait de geste d'attentat comme on a pu voir souvent pendant les différents championnats ces dernières années. Et puis c'est un geste qu'on aimerait revoir plus souvent. Oui, un bon geste, une belle attitude et surtout des points en plus mis au profit de son équipe. La première étoile ce soir, il a gagné quasiment à lui seul le match contre Lugano. C'est Kevin Clark, Stéphane, qui s'est fait l'auteur de 3 points. Une ligne qui était en feu avec Moses encore à ses côtés et Chervenka. Et Kevin Clark, lui, aujourd'hui, c'est notre homme de la soirée. Ouais, c'est un petit attaquant, toujours bien placé. Le gars, il marque presque tous ses points du slot. C'est un gars qui va où ça fait du bien, où ça fait mal, appelez-le comme vous voulez, mais il va là où ça compte. Et il réussit toujours à récupérer il ne marque pas souvent des beaux buts, mais il marque des buts. Et il est un peu en dessous depuis le début de la saison au niveau des statistiques parce qu'il nous avait habitués à du 1 point par match. Hein. Stéphane, on dit où ça paye et pas où ça fait du bien. Bon, lui, il dit ça fait du bien. Ça fait du bien. Lui, il dit ça. Si tu dis à tes joueurs, va là-bas, t'auras mal, ils vont pas y aller. Va là-bas, ça fait du bien. Faut suivre. Voilà. Messieurs, on ne peut pas être décidément complet sans terminer cette soirée sur une note peut-être un petit peu moins drôle, de parler d'actualité. Hier, on a appris quand même que le championnat du monde en Biélorussie n'aura pas lieu. La décision est tombée. René Fazel l'a annoncé, dans un pays en proie à une situation politique quand même explosive. Le championnat du monde se fera ailleurs et le président de l'IIHF a déclaré qu'il était à la fois triste et soulagé. Triste car il avait l'espoir quand même que le sport pouvait tisser un pont vers la réconciliation entre les dirigeants de ce pays, Loukachenko, et les manifestants, et soulagé car il s'épargne quand même un tracas lié à la sécurité dans un pays instable. Mais il ne regrette pas en tout cas d'avoir essayé. Stéphane, ton avis, ça devenait un petit peu une évidence là que ce championnat du monde en Biélorussie ne tenait à pas grand-chose, qu'il n'ait pas lieu dans ce pays. Oui, M. Fazel a été très, très maladroit, il faut le dire. Là. Il s'est fait prendre... Si M. Fazel était connu que dans les pays de hockey dans le monde, là, il est connu dans bien des pays du monde qui n'ont pas de hockey parce qu'il a fait l'accolade à un monsieur qui est reconnu pour ses... c'est une certaine dictature, finalement, donc non-respect des droits de l'homme. Et là, je pense qu'il a fait une connerie, puis il s'en est rendu compte. Puis là, il a voulu un peu rattraper le coup. Et je le trouve un peu prétentieux de dire qu'il allait réussir à réconcilier le peuple avec ses dirigeants politiques ou l'inverse.
avec des championnats du monde de hockey, peut-être pas non plus, on va peut-être se relaxer un petit peu. Là. Je pense pas que les championnats du monde en Biélorussie ont une importance aussi grande que ça. Ça reste le championnat du monde de hockey, c'est pas un mondial de foot ou quoi que ce soit. Puis encore. Puis il a essayé. Voilà, il avait des liens particuliers avec ce monsieur, il a essayé, mais je pense que c'était la bonne décision à prendre. Et je pense qu'il n'a pas eu le choix de la prendre. Et là, il dit, il n'a pas eu le choix de la prendre parce que la question que je me pose, moi, c'est que si les sponsors ne se désistent pas, parce que le Danemark dise on ne vient pas, je pense qu'il n'en avait rien à cirer, mais que des sponsors majeurs se retirent, là, il s'est dit, financièrement, on va perdre de l'argent, ça ne va pas aller. Tout à coup, ça l'a fait. Et ce qui me déçoit, c'est que c'est comme, il y a eu une prise de conscience, il a fait une erreur en allant là-bas, il s'en est rendu compte après, puis les sponsors l'ont laissé tomber, puis il s'est dit, là, j'ai plus le choix. Alors que ça aurait dû venir de l'intérieur au lieu d'attendre la réaction extérieure. C'est mon avis, je pense qu'ils ont été maladroits sur ça. C'est vrai que c'est ces derniers jours, Fabien, qu'on peut-être pesé cette image où on voit Fazel faire l'accolade à Loukachenko et de gros sponsors qui ont mis la pression quand même, qui ont décidé de ce fait de ne pas aller en Biélorussie. Oui, je pense que c'est effectivement un peu plus les sponsors qui ont décidé que le reste. Après, c'est toujours un petit peu dérangeant. On parle la politique. J'ai un petit peu de peine avec ça. Voilà, c'est des choix qui ont été faits. J'ai pas trop, moi, envie de commenter des décisions politiques à ce niveau-là. On est d'accord. Hein. Le lieu ne se fera donc pas à Biélorussie. Il doit encore être défini. Il y a d'autres pays qui vont peut-être s'annoncer. Le Danemark, peut-être Bratislava, la Lettonie aussi, qui co-organisait ce championnat du monde. Tout ça doit être décidé dans un futur très proche parce que le championnat du monde, s'il se tient, aura lieu toujours au mois de mai. Allez, on récapitule. On revient à la National League et à la Swiss League. Ce qu'il s'est passé ce soir avec les résultats et les classements. La victoire des Lakers de Rapperswil 4-2 contre Lugano. Ambry qui prend 2 bons points à l'Ilfis. Zug dans le match studio, le match au sommet de ce super rencontre, prend la mesure de Genève Servette. Fribourg frustré est battu au Hallenstadion et bien après avoir rapidement mené au score est battu finalement au classement. Eh bien, pas de grand changement si ce n'est que Zug conforte vraiment sa première place. Les Romans toujours bien placés et bien qui remonte mais qui n'est toujours pas passé sur la barre de cette fameuse 6e place. En Swiss League, il y avait aussi des matchs ce soir. Ticino Rockets Zug Academy, ça s'est joué au tir au but. Cloton n'a pas fait dans la dentelle face à Winterthur. Holton, après son très bon succès l'autre jour contre Cloton, n'a pas confirmé et c'est Viège qui l'a emporté. Et la Chaux-de-Fonds signe 3 points précieux sur la glace des Getseka Lions. Cloton-Langenthal, pour l'instant, c'est le duo de choc, mais n'oubliez pas que le HC Ajoie a toujours une ribambelle de matchs en moins et il pourrait bien être le leader naturel de ce championnat. Très belle place de Sierre. Et la Chaux-de-Fonds est désormais 6e devant le HC Turgovie. Voilà, on a tout dit. On arrive au terme de l'heure de ce back-check. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. En tout cas, j'ai été très content de passer la soirée avec vous. Fabien Guignard, Gilles Montandon, Stéphane Rochette. Merci d'avoir été là. Merci aussi à la régie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et le hockey sur glace revient très rapidement. Reposez-vous bien. On a besoin de vous encore plus en forme. Allez, bonne soirée. Bye bye.